Bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief sur Média. Merci de nous rester fidèles. En marge du sommet Union européenne-Union africaine, la France et ses partenaires européens ont officiellement annoncé le retrait de leurs forces du Mali dans un délai de 4 à 6 mois. Les autorités maliennes de la transition, pour leur part, ordonnent un retrait sans délai de son territoire, ce qui complique davantage une situation déjà tendue entre Paris et Bamako. Quelles conséquences du retrait des forces Barkhane et Takuba du Mali dans la lutte contre le terrorisme? Quelle alternative pour mieux sécuriser le Sahel? Le développement en première partie d'émission. Et depuis le 15 février se déroule à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une opération annuelle des forces spéciales US AFRICOM. Cette opération, qui se tient jusqu'au 28 février, vise à renforcer les capacités des pays de la région dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cette alliance France-AFRICOM est une façon de contrecarrer l'expansion des forces russes, iraniennes et chinoises. Quelle efficacité de ce partenariat stratégique pour mieux lutter contre l'extrémisme violent dans le Sahel? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec nos invités, M. Christian Sambou. Vous êtes docteur en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir bien répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Sow. Merci également à vous. Et en face de vous, M. Mouhamadou Lamine Barlo, vous êtes chercheur. Merci également d'être là avec nous. Merci beaucoup, M. Sow Daouda. Et je reste d'ailleurs avec vous, M. Lo. Après leur départ du Mali, la force Barkhane et les forces spéciales, la force Barkhane, c'est-à-dire la force française, et les forces spéciales européennes vont être redéployées au Niger, non loin de Menaka et de Gao, dans le nord-est du Mali. Ce redéploiement pourrait-il impacter la stratégie malienne de lutte contre le terrorisme, surtout au nord de son territoire? Alors, merci beaucoup, Daouda, pour l'invitation. Je pense qu'il faut commencer par remarquer le rôle que jouait Barkhane, mais également la force Takuba, qui est d'initiative française et qui a embarqué dans son siège des forces spéciales européennes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Mali. Barkhane, c'est près de 5000 hommes, beaucoup de matériel et des emprises stratégiques sur le long du territoire. Et à partir de 2020, on a vu un redéploiement après le sommet de Pau, puisque les Français avaient décidé de concentrer leur action autour de la zone des 3 frontières et en ciblant principalement l'État islamique. Donc, et dans cette perspective-là, c'est des opérations qui ont été menées, parfois, assez souvent, disons même d'ailleurs, avec les forces armées maliennes, et qui permettait donc de lutter contre un acteur décisif du terrorisme dans le Sahel, qui est l'État islamique. Et de l'autre côté, on a, disons, Al-Qaïda au Maghreb islamique avec le GICM, donc qui était aussi ciblé principalement par les forces maliennes. Donc aujourd'hui que les Français décident de se retirer, il y a une sorte de vide qui est laissé. On peut l'appeler comme ça, parce que quoi qu'on dise, le dispositif français dans cette zone-là crée une certaine densité, donc un maillage sécuritaire important contre les acteurs terroristes. Et avec ce retrait-là, il y a du terrain. Il y a du terrain qui se libère, du terrain qui doit être occupé pour une lutte efficace. Ce qu'il faut également considérer, comme vous l'avez dit... Par rapport à ce vide-là, il y a également les forces signataires de l'accord de 2015 qui se disent prêts à combler ce vide. Pensez-vous qu'ils soient capables aujourd'hui de pouvoir combler ce vide que va laisser les forces Barkhane et les forces spéciales Takuba et la force Barkhane? Alors, depuis un moment, comme vous l'avez dit, on a le cadre stratégique permanent, donc qui regroupe les forces politico-militaires du Nord, qui ont décidé déjà de créer une convergence, ce qui est assez important, et de discuter avec l'État malien. Vous avez vu récemment leur voyage en Italie dans le cadre donc, de ces négociations-là. Et ces forces se disent disposées à accompagner l'armée malienne. Il faut même rappeler que c'est des forces qui doivent intégrer l'armée reconstituée, donc dans le cadre de cette lutte-là. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut interroger les éléments dont on a vraiment besoin pour une lutte efficace. Parce qu'aujourd'hui, Barkhane, quoi qu'on dise quand même, c'est des moyens logistiques importants, c'est du renseignement important. Et est-ce que les forces reconstituées du Mali ont cette capacité-là? Donc ça, c'est une interrogation qu'il faut considérer. Mais ce qui est important, c'est déjà donc, cet engagement de ces forces-là à épauler l'armée malienne, à s'engager aux côtés de l'armée malienne pour lutter contre la menace.
Mais malgré, disons, cette jonction des deux forces, la question demeure au regard de l'importance du dispositif de Barkhane, mais surtout de Takuba, donc des forces spéciales super entraînées, mobiles, opérationnelles, et qui sont adaptées à la forme de menace asymétrique que nous avions. Voilà, donc ça c'est l'élément important. Le repositionnement également de Barkhane et de Takuba au Niger, oui, parce que c'est le Niger qui a évoqué sa posture, mais également éventuellement sur d'autres pays de la zone, ça va renverser la tendance. Imaginez aujourd'hui, si la force Barkhane s'implante de manière très dense du côté nigérien, cela crée une nouvelle pression sur l'État islamique et au regard de la porosité des frontières. Donc c'est un redéploiement de ces forces-là, éventuellement sur le Mali et sur la frontière burkinabé. Donc de manière générale, la lutte contre le terrorisme au Sahel se trouve affectée, en tout cas par les perspectives qui se dessinent. Mais il faudra voir comment est-ce que de part et d'autre, les différentes forces vont s'organiser par rapport à cette nouvelle donne. On reste avec cette lutte contre le terrorisme. Monsieur Sambou, tout à l'heure, M. Lo a évoqué une question d'efficacité. Aujourd'hui, Barkhane, après 9 ans d'intervention dans cette zone-là, selon vous, quelle a été l'efficacité de cette force Barkhane, la force française de Barkhane, au sein de cette zone nord du Mali, dans le cadre de la lutte surtout contre le terrorisme dans la zone Sahel? Je vous remercie, M. Sow, donc, pour votre invitation. Donc, en effet, comme le soulignait tantôt M. Lo, Barkhane est une force importante, une force stratégique, une force militaire, donc, dans toute l'étendue de la zone sahélo-saharienne. D'ailleurs, une des vocations en fait, de la force Barkhane, c'est de constituer un élément militaire, donc parmi d'autres éléments qui sont politiques, donc notamment la diplomatie française, mais de développement, l'Alliance Sahel. Donc dans cette partie, dans l'agenda sahélo-saharien. Donc Barkhane reste incontestablement cette force qui a permis en fait à la politique française d'avancer sur le terrain sécuritaire, géostratégique et militaire. Donc le retrait aujourd'hui de Barkhane, le retrait annoncé en fait, un retrait qui était prévisible d'ailleurs, puisque depuis quelques moments les diatribes, les échanges de propos qu'on avait entre d'une part les autorités maliennes, Choguel Maïga, Florence Parly, même Emmanuel Macron qui s'est impliqué en fait dans ce dialogue, donc présager de l'issue qu'on connaît aujourd'hui, ce retrait de la force Barkhane. Et Jean-Yves Le Drian, vous faites bien de le préciser, Jean-Yves Le Drian, qui faisait mention de cela. Mais j'aimerais en fait abonder dans un autre sens. Je pense que M. Lo a bien cantonné le débat sur les conséquences en fait pour des armées africaines, notamment l'armée malienne. Mais les conséquences seront aussi pour la France elle-même, pour l'Europe. Donc, si vous me permettez, je répondrai à ces conséquences avant de revenir sur la question de l'efficacité. Alors, une première conséquence pour l'Europe, elle est bien sûr sécuritaire. Donc, compte tenu des objectifs que s'était fixé à Barkhane, un des objectifs était d'endiguer, les mouvements terroristes. Cette combinaison est souvent utilisée, donc allez savoir ce que ça veut dire. Donc cet endiguement a été jusqu'à un certain moment, après l'opération Serval, à laquelle a fait suite l'opération Barkhane le 1er août 2014, cet endiguement a été possible en fait, jusqu'à ce qu'on voit l'émergence de violences intercommunautaires qui a mis le doute quand même dans la stratégie de lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'on reste sur une lutte contre le terrorisme ou est-ce qu'on englobe la stratégie de lutte, on englobe dans la stratégie de lutte d'autres formes de violence? Cette question s'est posée. Donc ça amène certains observateurs à parler d'échec en fait de la stratégie militaire. Donc, on reste d'ailleurs sur ce point, même si le président français refuse de reconnaître, de parler d'échec en tout cas, puisque comme vous l'avez dit, il estime que beaucoup de choses ont été faites, surtout dans le cadre du renforcement des capacités des forces armées maliennes. Mais aujourd'hui, en juillet 2014, à son lancement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'objectif de Barkhane était clair. C'était d'empêcher une renaissance, voire d'éradiquer la menace terroriste. Aujourd'hui, le phénomène s'est propagé jusque dans les pays voisins, comme le Burkina Faso, le Niger et même dans le nord du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette propagation, malgré tous les moyens logistiques et financiers mobilisés pour cette lutte-là depuis 2014 ou bien depuis même 2013 avec Serval?
Oui, donc je poursuis ma logique tout en répondant à votre question. La question de l'efficacité, la question de l'échec est discutable en fait. Si on doit parler d'échec d'un point de vue tactique pour l'armée militaire, je ne pense pas qu'il en soit un en fait, parce que l'opération Barkhane a quand même réussi à neutraliser des chefs importants, donc de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Je pense à Abdelmadek Droukdel, donc, qui est le fondateur en fait d'AQMI, mais aussi de Ba Agmoussa, donc malien, qui a été le chef, si vous voulez, un tout petit peu des opérations militaires de AQMI. Ce sont des succès en fait à mettre dans le compte de l'armée française. Peut-être que la France n'a pas pu capitaliser en termes politiques ce succès stratégique, tactique, militaire. Et donc, pour rebondir sur votre question et aborder la question de l'échec, le déphasage, l'inadéquation ou du moins l'écart qu'on a eu entre une présence forte militaire dans le Sahel, on parle aujourd'hui presque de 50 000 hommes en fait qui sont sur ce terrain, notamment une bonne partie du nord du Mali et du centre. Vous prenez la force Barkhane, M. Lo le rappelait tout à l'heure, c'est 5 000 hommes. D'accord. Il faut savoir que dans ces 5 000 hommes, c'est un tiers qui est déployé au Mali, notamment à Gao, à Gossi et à Menaka. Quand vous voyez une telle force et qu'il n'y a pas de résultats probants au niveau des populations, une courbe des violences contre les civils qui continue à grimper, l'insécurité, le sentiment en tout cas d'insécurité qui continue à monter, il y a de l'insatisfaction qui explique aujourd'hui toutes les manifestations qu'on voit, et immédiatement les autorités françaises ont compris qu'il fallait éviter le cas de l'Irak, de l'Afghanistan, ce bourbier-là, il fallait immédiatement se retirer. D'où le fait que le retrait a été préparé en fait. Donc je suis contre toutes ces thèses qui disent que le retrait est spontané, etc. Il a été préparé de longue date, depuis 2017. Je pense qu'Emmanuel Macron voulait sauver les meubles, mais comment le faire? C'était là la question. Et là, l'attitude des autorités de transition est une bonne opportunité en fait pour permettre à l'armée, à Barkhane en fait, à Barkhane de quitter. Donc, sur le point de vue de l'efficacité, oui, efficacité militaire, mais non efficacité. Il n'y a pas eu d'efficacité politique, d'accord? Il n'y a pas eu de capitalisation politique parce que compte tenu des 3 objectifs que s'était fixé Barkhane, recouvrir la souveraineté nationale du Mali, endiguer le terrorisme, aider les institutions maliennes à être des institutions fortes, consolidées, démocratiques. Les 2 objectifs n'ont pas, d'ailleurs les 3 objectifs en fait ont complètement échoué, et donc le redéploiement, le changement de stratégie de Barkhane est tout à fait justifié. Après, et on reste avec ce redéploiement-là. Est-ce que la période également choisie, même si c'était prévisible, bien sûr, est-ce que la période également n'est pas stratégique? Il ne faut pas oublier aussi que ce retrait-là s'effectue à 2 mois de la présidentielle également française. Et à côté même de ce redéploiement-là et ce retrait, aujourd'hui, parlons de l'engagement de l'Europe au Sahel. Il existe aujourd'hui certes des divisions entre les États sur certaines situations. L'Allemagne, par exemple, et la France n'ont pas le même point de vue. Selon vous, M. Lo, quel devrait être le degré d'implication de ces forces européennes, qu'elles soient françaises ou bien d'autres forces européennes, dans la lutte contre le terrorisme au Sahel? Alors, je pense qu'il faut d'abord interroger l'historicité même de la présence européenne sur les questions de sécurité en Afrique. Et en faisant cette interrogation-là, on ne peut pas mettre de côté les rapports assez étroits que certains pays africains en tiennent avec, disons, les anciennes métropoles. C'est un peu le cas donc de la France, donc avec certains pays comme le Mali, le Sénégal et autres. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que la France ait été peut-être le premier pays appelé donc en 2013, donc dans le cadre de l'évolution de la menace terroriste au Mali. Et de plus en plus, on a eu la France qui a essayé, à mon avis, d'européaniser sa présence, ce qui est très stratégique, puisqu'on est dans un contexte où un discours anti-français quand même est très présent. Et c'est pas récent, c'est depuis quelques bonnes années quand même. Les Français, ont trouvé assez stratégique de maintenir une présence militaire tout en essayant de ne pas être les premières figures, en sachant bien sûr que le retour sur investissement est d'abord français, puisque les intérêts français sont les plus présents dans ce précaré-là. Et c'est un peu ce qui explique Takuba.
qu'on a essayé de développer, une initiative française, il faut le rappeler, mais initiative autour de laquelle la France a essayé d'associer le maximum de pays européens et certains pays de l'Amérique du Nord. Et à ce titre, je pense qu'il est intéressant de voir l'une des dernières sorties de Joseph Borrell sur TV5, qui rappelait que Takuba est une initiative française. Alors, cela ouvre le débat sur la question de l'Europe de la défense, qu'on essaie de mettre en place avec beaucoup de peine, parce qu'en parlant des questions de défense, des questions centrales en politique étrangère, nous sommes dans des domaines très régaliens où les intérêts des États sont très pesants. Oui, il y a une intégration européenne, mais au-delà de cette intégration-là, il y a des intérêts stratégiques que les différents États essaient de gérer. Donc aujourd'hui, Takuba, on a essayé d'avoir le maximum de groupes de pays européens autour. Aujourd'hui, ces acteurs, à côté de leurs alliés français, comptent, disons, se redéployer, donc avec l'épisode avec le Mali. Mais on verra comment ça va évoluer. Déjà, Takuba demeure et se déploie dans les autres pays, mais parallèlement aussi, les États africains qui sont en première ligne ne sont pas statiques, développent des stratégies. On a vu comment est-ce que, par exemple, ces derniers jours, les autorités maliennes ont essayé d'ouvrir des discussions bilatérales avec les différents pays européens. Parce que ce que les Maliens peut-être ont essayé d'éviter, c'est d'avoir à traiter avec l'Europe derrière, disons, la nation cadre qui était la France. Peut-être qu'ils ont voulu développer des relations bilatérales qui leur donnaient plus de marge. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le défi auquel peut-être on va faire face. La volonté de la France, disons, de regrouper l'action européenne sous sa bannière et la volonté de certains acteurs africains d'avoir une politique étrangère à la limite autonome, de pouvoir choisir des partenaires, de pouvoir définir un cadre de coopération qui permet de satisfaire leurs intérêts. À cet effet, le président Macky Sall, actuellement président en exercice de l'Union africaine, de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, a demandé à son homologue allemand de ne pas retirer aujourd'hui les forces allemandes du Mali. Que même si la force Takuba ou bien les forces Takuba ou la force Barkhane se retirent, au moins que la force allemande puisse voir comment accompagner aujourd'hui les autorités maliennes, puisqu'on ne peut pas laisser le Mali dans cette situation, puisque ce qui se passe au Mali impacte forcément le Sénégal et d'autres pays frontaliers. Mais on reste toujours avec la France. Aujourd'hui, après le départ de Barkhane, de Takuba et ce déploiement-là prévu au Niger, la France également lance un appel à d'autres pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin également, pour voir une possibilité aujourd'hui d'accompagnement dans ce cadre de la lutte après aujourd'hui ce redéploiement-là au Niger. Pourquoi cet intérêt ou bien pourquoi cette façon de vouloir à tout prix défendre ces pays de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel et également du Golfe de Guinée? Il faut, à mon avis, déjà reconsidérer la logique du régionalisme déjà qui est là. Vous savez qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le Ghana, le Sénégal, le Mali, nous sommes dans le cadre de la CEDEAO, un projet d'intégration à la fois économique et politique, donc qui intègre cette dimension sécuritaire-là qui est là. On comprend l'action de la France, comme je dis, qui veut regrouper le maximum d'acteurs autour de sa position. La France a, entre guillemets, un problème avec le Mali, mais la France essaie de rallier le maximum d'acteurs autour de sa cause. Et on a vu quand même une convergence entre les sanctions, par exemple, décidées par la CEDEAO contre les autorités maliennes et l'endossement de ces sanctions-là par la France. Maintenant, la France veut, dans le cadre du redéploiement, impliquer d'autres États. Rappelez-vous, il y a un peu plus d'une année, le chef du renseignement extérieur français avait partager des informations sur la volonté de certains groupes terroristes de se déployer vers les pays du Golfe de Guinée. Et on a vu également ces derniers mois, ces dernières semaines, les attaques qu'on a eues, des attaques qu'on a eues dans le nord de la Côte d'Ivoire, des attaques qu'on a eues au Bénin, des attaques qu'on a eues au Togo. Donc il y a certains pays du Golfe de Guinée aujourd'hui qui sont des cibles donc de ces groupes terroristes. Et ces pays-là ont besoin d'anticiper sur la menace, de se trouver des alliés et de combattre donc cette menace-là. Des pays comme le Sénégal ne sont pas forcément dans cette posture-là. Quoique la menace est régionale, le Sénégal quand même est jusque-là épargné et l'État sénégalais a déployé toute une politique de prévention et de lutte contre le terrorisme. Donc à différents niveaux, les États ouest-africains, les États du Golfe de Guinée sont plus ou moins intéressés par l'appui des partenaires étrangers et la France essaie d'être, disons, ce maillon central-là de l'action internationale dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Donc la volonté française, elle se comprend, elle est logique, mais également il faut, comme je dis, voir au niveau des pays africains qui
qui font face à la menace de manière très différente, le niveau de réalisme que ces pays-là auront, mais également le niveau de réalisme et le niveau de présence que les institutions africaines elles-mêmes auront face à cet enjeu-là qui est là dans notre espace d'intégration. Et on reste avec cette menace terroriste dans le Sahel. Aujourd'hui, le contingent russe est en partie également à l'origine du différend qu'on voit entre Bamako et Paris. Aujourd'hui, ces Russes-là, sont-ils aujourd'hui capables de réussir là où aujourd'hui certaines autres forces étrangères ont peiné? Je ne dirais pas échec puisque des choses ont eu à être faites, mais aujourd'hui peuvent-ils changer la donne dans cette zone du Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Oui, vous parlez donc des Russes qui pourraient, selon certains observateurs, constituer ou pas une alternative en fait crédible au départ de la force Barkhane. D'ailleurs, une des explications pour lesquelles Barkhane quitte, ce serait en fait la présence des Russes. On parle là de 1000 hommes en fait. Donc, à mon humble avis, je ne pense pas en fait que 1000 hommes puissent, dans l'immédiat, donc à court terme, substituer en fait tout le travail sécuritaire, logistique, géostratégique en termes de renseignement. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'un premier déploiement? N'oublions pas que les forces Barkhane et Takuba sont toujours sur place. Donc est-ce qu'il ne s'agit pas d'un premier déploiement le temps que ces forces-là soient redéployées vers d'autres sites? Oui, vous avez tout à fait raison. Hein. Au départ, et c'est d'ailleurs assez amusant de voir à quel point en fait le déploiement des Russes même avance à toute vitesse. On parlait d'abord. Et à chaque fois, ils occupent des zones déjà délaissées par les Français. À chaque fois que les Français quittent une zone, c'est occupé par ce contingent russe. Exactement, une forme de politique de remplacement, en quelque sorte. Pourtant, des camps aussi qui ont été construits, financés par l'Union européenne. Ça peut aussi excuser les Européens qui traitent l'État malien en fait d'État ingrat. Bon, voilà, mais c'est un jugement de valeur. Je suis pas à ce niveau. Oui, donc 1000 hommes. Est-ce que 1000 hommes peuvent constituer pour l'instant une alternative crédible? Je ne pense pas. Mais il ne faudrait pas en fait sous-estimer la capacité des Russes à pouvoir endiguer ou détruire en fait des menaces comme le terrorisme. Les Russes ont eu une expérience là-dessus. On prend l'exemple de la Tchétchénie, on peut prendre l'exemple de la Syrie en fait, qui est tout à fait récent. Et donc, d'ailleurs, c'est partant de ces expériences de terrain que des officiers maliens qui ont une partie a reçu sa formation en Russie, en fait, a fait appel à la Russie. La Russie n'est pas venue ex nihilo, donc il y a d'abord des relations diplomatiques militaires anciennes depuis Modibo Keïta, donc on essaie de ressusciter tout cela. Après, la question de est-ce qu'ils arriveront à faire mieux que Barkhane et la Task Force Takuba, l'avenir nous le dira. Et à côté de nos États, vous l'avez dit tout à l'heure, la question terroriste est une question aujourd'hui qui ne peut pas être résolue juste par des États. Il faut aujourd'hui des alliances fortes, sous-régionales, voire même au-delà pour résoudre cette question-là. Mais pour le cas du Mali aujourd'hui, avec le redéploiement de la France et des forces européennes, aujourd'hui, la MINUSMA, est-ce que ce ne serait pas nécessaire ou bien de revoir les mandats aujourd'hui ou bien les missions de la MINUSMA pour mieux accompagner également le Mali ou bien les forces armées maliennes dans cette lutte-là? Vous abordez une question qui est très importante et je pense que le président Macky Sall lui-même est revenu dessus. Il dit, avec le départ de Barkhane, la question de la sécurité de la MINUSMA se pose. D'ailleurs, c'est une interpellation qui a fait rire beaucoup de gens qui se sont demandé pourquoi la MINUSMA avait besoin d'être protégée. Et là, comme vous l'avez dit, il faut revenir sur les mandats. Donc la MINUSMA, c'est une mission de maintien de la paix. Donc qui n'a pas toujours les moyens nécessaires pour se retrouver dans une dimension offensive, dans une dimension vraiment de lutte contre terroristes. Ça, c'est la réalité. Donc aujourd'hui, avec le départ de Barkhane, la MINUSMA fait face à certains problèmes, non seulement de sécurité de la mission, également parfois aussi sur des problèmes logistiques. Et quant à revoir le mandat de la MINUSMA pour la rendre beaucoup plus robuste, il y a fort à parier qu'il risque d'y avoir des oppositions au niveau du Conseil de sécurité. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs au niveau du Conseil de sécurité aujourd'hui qui s'opposent à ce que les Nations Unies
et vraiment, dans le cadre de leur mission, des dimensions très offensives. C'est pourquoi, parallèlement au déploiement des grandes missions des Nations Unies, parfois, c'est des grandes puissances ou des alliances aussi qui reçoivent, disons, le go des Nations Unies pour avoir une mission, disons, offensive. Donc aujourd'hui, pour moi, il faut revenir même sur le rôle des organisations africaines. Comme je dis, au niveau des Nations Unies, un mandat, disons, robuste risque d'être très problématique, mais dans le cadre de la subsidiarité, donc qui fait le lien... Aujourd'hui, quel rôle pourraient jouer ces organisations africaines face à cette situation? C'est ce que j'aborde. Pourquoi je dis, dans le cadre donc, de ces rapports de subsidiarité entre les Nations Unies et nos organisations-là, qui ont quand même intérêt à agir dans leur zone, je pense que ces organisations-là doivent essayer de se replacer au centre de la lutte. Parce que c'est une question de sécurité collective. La question de la sécurité au Mali, c'est une question qui nous interpelle, nous, Sénégalais, nous, Gambiens et autres. Donc on a intérêt à ce que l'organisation essaie de contribuer de manière très efficace à la réponse. Donc dans ce cadre-là, je pense que la CEDEAO peut essayer de se recentrer et de chercher les moyens nécessaires, bien sûr en coopération avec les autres acteurs sur place, pour avoir, disons, une dimension offensive dans le cadre de cette lutte-là. C'est demandé. Et je pense que c'est l'une des meilleures manières d'éviter que notre zone soit ce nouveau terrain de guerre de puissance, de guerre d'influence. Le fait que la CEDEAO elle-même se replace au centre du jeu et qu'on n'ait plus à avoir forcément une grande puissance qui vient jouer le rôle cadre dans cette zone-là. D'ailleurs, parlant de cette grande puissance-là, aujourd'hui, de plus en plus aujourd'hui, des missions de formation conjointes entre des grandes puissances comme les États-Unis et d'autres pays européens sont menées aujourd'hui en Afrique et plus particulièrement dans la zone Sahel. C'est une façon de renforcer les capacités de nos forces armées et ce sera la thématique en deuxième partie d'émission. De retour sur ce plateau de Médian pour aborder la seconde partie du débrief et je démarre avec vous, M. Christian Sambou. Après le 11 septembre 2001, les États-Unis ont commencé à considérer que leur propre sécurité est dépendante des succès contre le terrorisme sur le continent africain et plus particulièrement dans le Maghreb Sahel. D'où la stratégie américaine de renforcer les capacités des gouvernements de la région pour mieux lutter contre le terrorisme. Que pensez-vous d'une telle initiative? Oui, c'est une initiative, comme vous l'avez rappelé, donc entre dans le cadre général de la doctrine de la lutte contre le terrorisme, donc une doctrine qui a été expérimentée donc, sur le terrain afghan, donc la lutte contre les talibans, déjà en 2001, après vous avez eu la guerre en Irak en 2003, donc tout cela entré dans la doctrine de la guerre contre le terrorisme, de la guerre préventive, d'accord? Et donc AFRICOM, qui est le commandement américain en fait pour le continent africain, va apparaître en 2008, il me semble, et donc sera rattaché sur les cellules de la diplomatie américaine sur tout le continent. Donc un outil militaire de prévention qui aura des opérations actives, vous l'avez dit, au Sahel. Et pour donner un exemple précis, donc, tout ce qui est soutien en renseignement avec les drones, avec les autres forces qui sont présentes. Mais surtout, ça a été le terrain le plus important aussi d'AFRICOM en termes d'investissement. C'est le golfe de Guinée dont nous parlons aujourd'hui et par où en fait Barkhane veut se redéployer sur tout ce qui a été opération contre la piraterie maritime en fait. Donc AFRICOM a beaucoup travaillé là-dessus, sur les zones côtières qui sont des zones très stratégiques. Alors ce n'est pas étonnant que d'ailleurs AFRICOM ait une de ces grandes cellules en fait ici à Dakar au Sénégal, compte tenu de notre stabilité, mais aussi du fait que nous sommes une porte vers l'Amérique. Donc cette organisation aujourd'hui concentre les efforts de l'ancien bloc occidental,
aujourd'hui. Et il n'est pas étonnant qu'on voit des coopérations qui sont en train de se tisser entre la France, les États-Unis en fait, contre d'autres forces telles que la Russie, la Chine, l'Iran, sur l'espace sahélien. Et on reviendra plus globalement sur ces questions-là et ce face-à-face-là. Et M. Lo, aujourd'hui, après sa création en octobre 2007, le commandement des forces américaines en Afrique, US AFRICOM, a eu à mener en parallèle des actions, c'est-à-dire en plus des actions que la force menait déjà. En parallèle, il y avait d'autres actions dans la fourniture d'équipements aux forces armées africaines, mais également dans le renforcement de leurs capacités. Aujourd'hui, par rapport même à ce renforcement de leurs capacités, aujourd'hui, quelle efficacité aujourd'hui de ce programme, autant pour moi, quelle efficacité de ce programme dans le renforcement aujourd'hui de nos armées, concrètement? Alors, depuis le démarrage en 2007, 14 ans aujourd'hui en 2022. Alors, je pense qu'il faut comprendre la nature des menaces auxquelles nous faisons face aujourd'hui. On les qualifie généralement de menaces asymétriques. Cela veut dire quoi? Ce sont des formes de menaces auxquelles nos États ou nos armées n'étaient pas toujours préparés. C'est pourquoi il est normal que face à ces menaces-là, qu'on essaie de fournir à nos ressources humaines militaires, de sécurité, forces de sécurité, les compétences dont elles ont besoin pour faire face à ces menaces-là. C'est pourquoi, dans le cadre d'AFRICOM, voilà, il y a des initiatives de formation qui visent, disons, l'élite des armées. Donc, généralement, ce sont les forces spéciales qui sont visées. Les forces spéciales qui sont assez particulières quand même, comme éléments de nos armées. Donc, en termes d'équipement, en termes de savoir-faire, en termes de capacité d'adaptation. Et d'ailleurs, même présentement, se tient à Abidjan une formation pareille. Depuis le Flintok, depuis le 15 février, et va se poursuivre jusqu'au 28 de ce mois. Donc, dans ce cadre-là, chaque année, régulièrement, en tout cas chaque année, donc, des membres de nos forces sont regroupés selon les années dans différents pays, pour leur fournir donc ces capacités-là. Et aujourd'hui, que vous allez au Burkina, que vous allez au Mali, dans tous ces pays-là, vous voyez que ce sont ces unités d'élite-là, en tout cas, qui ont pu coopérer avec AFRICOM, qui sont au devant de la lutte. Et il y a des exemples aujourd'hui. Vous prenez au Mali, le colonel Goïta aujourd'hui est un ancien auditeur de Flintox. Doumbia en Guinée, c'est la même chose. Voilà, donc c'est l'élite des armées aujourd'hui qui est formée. Je pense que c'est important. C'est important de les avoir, disons, ces unités spéciales-là renforcées, oui, par les États-Unis, mais également par d'autres coopérations aujourd'hui aussi, qui leur permettent de se renforcer. Sauf que cela ne suffit pas à faire une armée, cela ne suffit pas à rendre une armée totalement opérationnelle. Donc, au-delà de la coopération ou de l'apport de Flintok, il faut en tout cas une politique beaucoup plus structurelle, beaucoup plus pensée, beaucoup plus étalée dans le temps, pour permettre à nos armées d'avoir des capacités nécessaires pour faire face aux différentes menaces. Mais M. Lo, n'est-ce pas aussi une sorte de défense de l'avant des Américains contre des attentats sur leur propre territoire? Vous l'avez dit, c'est une forme, comme qui dirait, d'impérialisme défensif. La menace, on la voit venir, il ne faut pas attendre qu'elle soit chez soi pour y faire face. Il faut anticiper là où elle se trouve. Et aujourd'hui, le Sahel est un terrain, disons, d'expression de la menace terroriste. Donc il est important que les différents acteurs puissent anticiper et la combattre ici. Mais au-delà aussi de la lutte contre le terrorisme, cette présence militaire aussi est un levier qui peut servir dans le cadre de la compétition internationale. La présence militaire, elle n'est pas gratuite. Oui, on combat le terrorisme, mais également c'est une présence qui nous permet d'avoir de l'emprise, de faire de ces États, dans une certaine manière, des obligés des nôtres. Donc, c'est une présence qui répond à plusieurs objectifs. Et aujourd'hui, si on retourne même sur le débat qu'il y a autour d'AFRICOM, au-delà de la lutte contre le terrorisme, c'est également une manière pour les Américains de sécuriser les approvisionnements. C'est important. De plus en plus, les Américains, oui, grands alliés des pays du Moyen-Orient, et c'est également de se diversifier, d'être moins dépendants. Et le golfe de Guinée est une zone assez importante de production de certaines ressources. Donc les Américains ont besoin, dans ce cadre-là, de sécuriser donc, cette zone côtière-là, si on connaît le poids, disons, du commerce maritime dans le commerce international. Et au-delà, cette présence militaire rentre même dans un cadre beaucoup plus global de présence américaine en Afrique. Parce que pendant longtemps, les Américains avaient fait le choix, entre guillemets, de sous-traiter cette présence-là aux anciennes puissances coloniales qui étaient leurs alliés. Mais de plus en plus, au regard des évolutions qu'on a constatées post-guerre froide et de la compétition économique qui s'est renforcée,
la présence doit être directe. Les Américains l'ont compris, c'est pourquoi, au-delà d'Afrique, beaucoup d'autres initiatives sont là et permettent donc cette présence directe des Américains qui ne se rangent pas toujours derrière leurs alliés européens sur les questions africaines. Et vous aviez déjà commencé à développer cet aspect-là, c'est-à-dire la sécurisation des approvisionnements, que ce soit en hydrocarbures ou en métaux précieux. On reste toujours avec cet intérêt-là. Aujourd'hui, on voit les Américains, on voit les forces spéciales européennes, on a les Russes, on a les Chinois, on a même des forces iraniennes. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cet intérêt de plus en plus croissant, mis à part ce que M. Lo vient de développer tout à l'heure, cet intérêt des grandes puissances, un intérêt de plus en plus croissant pour le continent africain, surtout en matière de paix et de sécurité? Oui, tout à l'heure, je rigolais sur un développement de M. Lo, donc une observation juste qu'il faisait sur la formation, en fait, le fait que Doumbia et Goïta ont été formés par les Américains, chose qui tout de même est assez inquiétante, puisque la plupart de nos officiers des élites sont formés soit par les Américains ou par l'Europe en fait. Et donc inquiétant parce que si ces gens-là qui sont formés par des structures, des puissances étrangères devraient être ceux qui mènent des coups d'État depuis un bon moment, ça devrait en fait nous interpeller sur plein d'aspects. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi le classer dans le cadre d'une coïncidence ou d'un pur hasard? Peut-être une simple correspondance, je n'établis pas la corrélation, okay. Donc voilà. D'accord, ça nous rassure alors. Quoique corrélation n'est pas causalité aussi. Ça nous rassure alors. Donc voilà, je profite de ça, je me rassure aussi. Et pour répondre à votre question, l'intérêt en fait, passant d'abord par la formation, ce que j'évoquais tantôt, c'est former des éléments pour leur véhiculer des stratégies qui sont eux leurs stratégies en fait de combat. Et parce que depuis 2001, donc après les attentats précisément, vous avez cette idée en fait que il faut cette théorie du changement des régimes, d'accord? Il faudrait que les régimes soient à notre image. C'est une théorie américaine qui est de plus en plus adoptée par les Européens. Tout le discours que vous entendez sur la démocratie, État libéral, etc., etc. Il faut transformer les États à notre image pour qu'on puisse mieux commercer avec eux, discuter avec eux, pour qu'on puisse les mettre dans notre alliance. Forcément contre notre bloc, qui est le bloc Est. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et la formation des élites que nous sommes est importante sur cet aspect, mais aussi la formation de nos officiers en fait, qui participent à cela. Donc c'est à la fois le civil et le militaire qu'on essaie de former. Vous prenez aujourd'hui la mission européenne pour la formation des armées maliennes, qui certainement sera impactée par ce qui se passe. Ça va dans ce sens. Donc on a une stratégie, l'Europe a une stratégie, un agenda sécuritaire. Donc on véhicule cet agenda par la formation. Mais est-ce que les nouvelles menaces aussi n'expliquent pas cela? M. Lo avait commencé à le dire tout à l'heure. Oui. La menace terroriste, elle est asymétrique. Ouais. Nos États n'étaient pas forcément préparés face à cette menace-là. Et eux, pour la plupart, ce sont des États qui ont eu aussi à faire face à ces menaces ou bien même à des attentats. Est-ce que aussi ce n'est pas une nécessité de faire ce partage-là de connaissances? Vous avez tout à fait raison. L'un ne va pas sans l'autre. Si jamais l'Europe peut s'amuser en fait à laisser des États en voie d'effondrement, comme le Mali, le Burkina, etc. Et qu'on imaginait en fait le scénario d'État entre guillemets voyous en fait, où il y a des terreaux en fait, un terrorisme structurel. Il est déjà là le terrorisme structurel, hein. Donc l'État islamique au Grand Sahara, donc a des bases au Mali, donc le Liptako Gourma, mais aussi la région du lac Tchad. Vous avez en fait le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans. Ce sont des réalités en fait, d'accord? Ils ont une idéologie djihadiste. Il y a cette inquiétude, voilà, c'est un peu farfelu, passez-moi l'expression, de voir un tout petit peu un Sahel qui se transformerait en autocratie religieuse et que donc ça inquiéterait l'Europe qui est voilà, un continent frontalier. Vous avez ces inquiétudes. Donc l'Europe a intérêt en fait à intervenir à travers la formation, à travers le militaire, à travers le renseignement, à travers le développement.
toutes les dimensions en fait qui doivent permettre de pacifier une zone pour mieux se sécuriser, il a intérêt à le faire. Et donc là justement en fait, ce qui pose problème entre l'alliance Africom, France, disons Union européenne de manière générale, et l'autre alliance russo-chinoise iranienne, les deux d'ailleurs qui sont très discrets, qu'on ne voit pas trop. Les Chinois, voilà, ils s'intéressent à l'économique, ils ne sont pas trop sur le sécuritaire. C'est les Russes qu'on voit, donc avec les formateurs qu'ils envoient, ils ont besoin de médiatiser tout cela. Cela nous rappelle, bien sûr, la guerre froide, mais cela doit surtout nous rappeler d'autres dossiers brûlants, tels que l'Ukraine, tels que la Syrie en fait, où nous avons eu ces oppositions. Une guerre froide qu'on revoit sur tous les continents entre l'ex-URSS, si je peux l'appeler ainsi, la Russie et ses partenaires, ainsi que les États-Unis, les Européens et leurs partenaires. On reste toujours avec cette intervention des forces étrangères. Monsieur Lo, aujourd'hui, quelqu'un comme le porte-parole de l'actuel gouvernement malien, le gouvernement de transition, le colonel Maïga, selon lui aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu l'intervention de l'OTAN, pour déstabiliser le régime de Mohamed Kadhafi, le Sahel n'en serait pas à cette situation, il n'y aurait pas besoin, ce sont ses propos, d'intervention de forces étrangères puisque le Sahel ne connaîtrait pas cette situation. Partagez-vous ce point de vue? Je pense qu'il faut quand même accepter de voir l'impact que l'intervention internationale en Libye a eu sur le développement du terrorisme en Afrique de l'Ouest, c'est vrai. Parce qu'au-delà de la dissémination des combattants, il faut quand même rappeler que Kadhafi, c'était des stocks d'armes très importants. Et une partie de ces stocks, quand même, a pu se disséminer au Sahel. Bon, avant même que Kadhafi ne soit renversé, la question de la circulation des armes était une question déjà présente dans le débat dans le Sahel. Mais est-ce que la situation n'était pas mieux maîtrisée? Oui, parce que quoi qu'on dise, Kadhafi lui-même était un acteur important. Certes, un dictateur, mais qui arrivait à régenter sa zone. C'est un peu comme Saddam Hussein aussi de l'autre côté, c'est un dictateur, mais qui arrivait à régenter certaines questions quand même. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'avant le renversement de Kadhafi, la menace terroriste était présente. À partir de l'histoire algérienne des années 90, les acteurs terroristes étaient déjà implantés dans le nord du Mali et dans une partie de la Mauritanie. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Maintenant, le fait que Kadhafi ait été renversé, et le fait également qu'il y a eu cette forme d'instabilité politique au Mali, c'est un cocktail qui a pu faire évoluer donc, la nature de la menace terroriste. Après, maintenant, il faut replacer quand même le discours du colonel Maïga dans le cadre un peu donc, de cette bataille politico-médiatique entre la France et le Mali, où, de part et d'autre, parfois on assiste à une forme de révisionnisme sur certaines questions. Je pense qu'aujourd'hui, au regard, comme le docteur Sambou l'a dit tout à l'heure, au regard des objectifs annoncés médiatiquement pour Barkhane, il peut y avoir une forme d'échec. Mais au-delà de cet échec-là, la force Barkhane a réussi des choses importantes. Des choses importantes qu'il ne faudrait pas aujourd'hui jeter à la poubelle. Donc, malgré la situation tendue, malgré la guerre médiatique, il faut garder à l'esprit donc certaines réalités qui sont là, des succès opérationnels importants. Monsieur Sambou, aujourd'hui on voit sur le continent africain une sorte de guerre froide qui est en train de se mener entre les Russes et leurs partenaires ainsi que les Américains et leurs partenaires européens. Est-ce que cela n'est pas en quelque sorte pour les Américains surtout et leurs partenaires européens une façon de contrecarrer l'expansion des forces russes, chinoises et iraniennes qu'on note de plus en plus sur le continent africain? Oui, vous avez parfaitement raison, M. Sow. C'est une manière, un mécanisme de contre-action, contrecarrer l'expansion des forces nouvelles, de faire face, parce que tout simplement, les États-Unis et la France sont des partenaires classiques. Donc ils voient peut-être d'un mauvais œil l'arrivée de la Chine, de la Russie, de l'Iran. Iran et Chine qui sont des partenaires très discrets, on ne les entend pas trop sur des questions sécuritaires, ils sont plutôt sur l'économique. Il me semble que l'Iran s'intéresse au Mali pour les questions d'hydrocarbures, l'Iran étant lui-même une puissance productrice d'hydrocarbures. Donc ça doit être lié à cela. La Russie s'intéresse un peu à tout, mais on peut résumer l'intérêt de la Russie sur deux points quand même. D'abord, l'idée d'étendre, de sortir un tout petit peu de sa diplomatie de bon voisinage, parce que jusque-là, la Russie était cantonnée sur
Je suis chez moi, je développe mon économie, mon armement, mais je m'intéresse à ce qui se passe autour, la Crimée, l'Ukraine, etc. De plus en plus, la Russie se dit l'Afrique est un terrain d'expansion, mais le deuxième élément, c'est que en venant en Afrique, la Russie embête aussi les partenaires classiques qui sont ses adversaires sur le terrain syrien, sur le terrain ukrainien. Et donc, l'idée, c'est de dire, bon, vous venez jusqu'à mes frontières pour m'embêter, donc je vais jusqu'à votre précaré supposé pour aussi maintenir le rapport de force. Donc, il est là l'intérêt des deux côtés. Une partie, le bloc ouest, essaie de maintenir ses acquis. Une autre partie qui est la partie nouvelle, ou du moins la partie renouvelée, puisqu'il y a toujours eu des relations avec la Russie, la Chine, et d'étendre sa zone d'influence. Mais attention, il ne faut pas considérer que seulement ces puissances, que ce sont seulement ces puissances qui ont des intérêts en fait. Les États africains sont de plus en plus demandeurs. Donc on peut évoquer la question des sommets. Il y en a sommet Turquie, sommet Afrique-Japon, Afrique-France, il y en a beaucoup en fait. On peut même faire de grandes productions là-dessus. Donc M. Lo, donc je vous invite voilà, à jeter un coup d'œil dessus, comme ça il y aura une belle collaboration sur ces sujets. Donc les Africains trouvent intérêt d'abord à travers ces sommets à diversifier leurs partenariats, à les multiplier. Deuxième point, à contourner en fait les mécanismes de financement classiques. On était sur l'aide publique au développement avec des taux concessionnaires qui sont plus avantageux en fait, du côté de la Chine que du côté des partenaires classiques. Donc il faut contourner tout cela. La FOCAD, ça sert à ça. Le troisième point, c'est au niveau de l'armement. Donc avec la Russie, en fait, vous pouvez vous doter en armement. L'exemple le plus récent, c'est le Mali. Donc voilà, il y a la Centrafrique aussi, à qui la Russie offre des armes, en fait. Pour rappeler l'histoire de la Centrafrique, il y avait un embargo, en fait, sur l'armement. Vous avez Touadéra qui va appeler Vladimir Poutine, bon, pas, voilà, métaphoriquement, donc il va passer par les voies diplomatiques. Et il semblerait que les Russes lui promettent en fait pas les armes de l'embargo, mais des armes neuves. Et on lui donne en fait des armes neuves et il arrive à assurer la sécurité, il arrive en fait à contrecarrer l'avancée de Bozizé lors des tensions récentes qu'on a connues. On reste sur ces intérêts-là des grandes puissances ou bien des puissances étrangères. Et donc les intérêts sont de partout, hein, c'est de part et d'autre en fait. Partenaires classiques, les nouveaux partenaires, mais surtout intérêts pour les États africains. Et je reviendrai oui, à vous pour parler des intérêts des États africains. Bien sûr. Et M. Lo, pour ce qui est de ces intérêts-là, à côté des intérêts géostratégiques, politiques et tout, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité pour ces puissances-là de contrôler ou bien d'avoir une certaine proximité avec aussi les ressources naturelles ou extractives que l'on voit sur le continent, comme l'uranium, comme les métaux précieux, comme les hydrocarbures et autres? Naturellement. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, je pense, vous savez, à partir de la fin des années 90, l'économie est devenue l'élément central de la compétition internationale. L'élément central de la compétition internationale. Et l'Afrique est un marché de consommation. L'Afrique, c'est un terrain fournisseur de ressources dont les industries européennes, américaines, asiatiques ont besoin. Donc, ce combat-là, pour accéder, pour sécuriser les approvisionnements en Afrique, c'est un combat qui s'est renforcé. Et autour du déploiement donc, de ces grandes puissances-là, cet enjeu-là, il est bien réel. Vous avez vu dans le cadre de la Centrafrique quand même la place centrale que les ressources minières ont dans l'intervention russe. Le déploiement français au Sahel, oui, la France comme partenaire a répondu au Mali, a répondu à ses anciennes colonies, mais la France également a des intérêts stratégiques qui sont liés à la fourniture de ces ressources-là. L'uranium nigérien, c'est le cas le plus connu. Et au-delà de cet uranium-là, dans les perspectives, il y a des ressources qui sont importantes sur lesquelles les grandes puissances se projettent déjà. Donc, comme le docteur le disait tout à l'heure, ces grandes puissances viennent pour des intérêts, ça ne change jamais.
Donc, les pays n'ont pas le temps de faire dans la solidarité simple, oui, de la solidarité, mais surtout adossée à des intérêts qui se défendent dans le court, dans le moyen et dans le long terme. Donc, dans le cadre de cette lutte d'intérêts, où ces grandes puissances-là viennent se déployer pour assurer un accès à ces ressources-là, je pense que la question qui nous interpelle, nous, Africains, c'est de voir comment jouer de cette multiplicité des partenaires pour nous aussi nous assurer, disons, une utilisation optimale de ces ressources-là. Je pense que c'est surtout la question qu'il nous faut, nous, Africains, traiter. Comment, dans le cadre de cette lutte-là, tirer notre épingle du jeu. Cette lutte, elle peut être importante, elle peut être utile pour nous, si on se positionne de manière très intelligente, parce qu'en multipliant les partenaires, peut-être, on peut donner une marge de manœuvre. On est moins condamné avec un acteur. En ayant des possibilités, nous-mêmes, on se donne de la marge. Je pense que cette marge-là doit être utilisée pour que voilà, nos pays puissent en tirer profit et ne pas seulement être, disons, ce terrain de confrontation-là. Puisque c'est des armes, hein, c'est des armes qui circulent. Donc les armes-là ne sont pas vraiment les grands ambassadeurs de la stabilité, de la paix et du développement. Donc il nous faut arriver à tuer notre épingle du jeu dans le cadre de cette lutte. Et aujourd'hui, par rapport à ça, comment l'Afrique ou bien les États africains, ces États africains concernés aujourd'hui, pourraient tirer leur épingle du jeu? C'est-à-dire l'intérêt que pourraient avoir ces États africains aussi par rapport à ces partenariats-là? Alors d'abord, c'est un travail de coordination qui doit être fait. Dans la première partie de l'émission, donc M. Lou rappelait justement qu'on avait des institutions telles que l'Union africaine, et ces institutions doivent jouer leur part dans cette concurrence mondiale, dans cette mondialisation qui est en train de se faire. On parle aujourd'hui dans l'Union européenne, ça c'est grâce aux réformes qu'a apportées Paul Kagame, de fonds pour la paix. Il me semble qu'une stratégie du type de financer les fonds pour la paix à partir des partenariats qu'on a avec les autres puissances, c'est-à-dire que le financement ne se fasse pas forcément de manière bilatérale, mais de manière multilatérale, c'est-à-dire des États vers des institutions telles que l'Union africaine, ça peut être un canevas pertinent pour permettre à l'Afrique de lever des fonds, de rendre opérationnelle la force africaine en attente, dont parlait d'ailleurs justement le président Macky Sall. Une force en attente depuis plus de 20 oui, ans, faut-il qui reste en attente depuis longtemps. Et je pense que voilà, ça reste quand même une force. Je n'aime pas trop qu'on s'autoflagelle beaucoup. Je pense qu'on est très déficitaire structurellement. Il faut qu'on soit afro-optimiste, afro-responsable et penser qu'il suffit juste de quelques réajustements, de coordination sur les mécanismes de levée de fonds, les mécanismes d'opérationnel militaire, pour tirer le maximum de bénéfices des partenariats que nous avons avec la Russie, que nous avons avec les autres États. C'est dommage aujourd'hui de voir que face à la concurrence des anciennes puissances de guerre froide, que c'est le Mali seulement qui va au fond en fait. Et derrière, le Mali n'a pas de soutien de toute la structure africaine. Cette idéologie panafricaine, moi j'y crois toujours en fait. Hein. Et aujourd'hui, d'où la nécessité même de ces réajustements que vous avez demandé tout à l'heure ou évoqué tout à l'heure. D'ailleurs, ça fait partie des objectifs actuels de l'Union africaine. Depuis le mandat du président Paul Kagame, des réformes ont été entamées. L'actuel président en exercice de l'institution, le président sénégalais Macky Sall, compte également s'inscrire dans cette continuité-là de ces réformes. Et on l'espère, les choses vont changer pour que l'Afrique puisse mieux tirer son épingle du jeu, surtout dans le domaine de la paix et de la sécurité, puisque la stabilité de nos États est liée aussi au développement de ces États-là. Et malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Christian Sambou. Vous êtes docteur en sciences politiques et relations internationales. Merci également d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, M. Sow, et j'ai été vraiment heureux de rencontrer le collègue donc, M. Lo, et avec qui voilà, on a partagé de belles idées et de qui j'ai beaucoup appris aussi. Donc je vous remercie pour votre invitation. Merci à vous également pour la disponibilité. Et M. Mohamedou Lamine Baralo, qui est chercheur également, doctorant en politique étrangère et sécurité. Merci également d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Daouda. C'est toujours un plaisir d'être là. Et l'échange, je pense, a été très intéressant. Donc, ça nous a permis d'apprendre de part et d'autre.
Voilà, donc merci beaucoup pour l'invitation. Le plaisir est partagé tous les deux. Merci également à l'équipe technique qui nous a facilité la préparation et la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.